Animals, Julie et Rome, et voici La couleur de l'air, la trilogie Enki Bilal. C'est un événement dans le monde de la bande dessinée. Enki Bilal, vous êtes un des grands maîtres de ce 7e art, mais aujourd'hui vous en dépassez toutes les frontières à travers notamment cet album. C'est une sorte de coup de sang. Le monde va se survivre à lui-même ou se survivre à l'homme. Animals, Julie et Rome, et voici La couleur de l'air, la trilogie Enki Bilal. C'est un événement dans le monde de la bande dessinée. Enki Bilal, vous êtes un des grands maîtres de ce 7e art, mais aujourd'hui vous en dépassez toutes les frontières à travers notamment cet album. C'est une sorte de coup de sang. Le monde va se survivre à lui-même ou se survivre à l'homme. Le monde, la planète, décide de... Là, c'est un peu l'apothéose et le point d'orgue, en tout cas le point final, avec ouverture évidemment sur de nouvelles perspectives. Mais le monde a décidé, la planète a décidé de se recomposer pour simplement contrer l'action négative, l'accumulation de l'action négative des hommes sur sa surface. Oui. Voilà. Donc c'est un message à la fois planétologique et en même temps c'est une fable. Sur les enjeux de ce XXIe siècle et qui, pour moi, est vraiment avant tout celui de la survie de la planète, donc de l'espèce humaine. C'est une sorte de cataclysme, il se produit ce que vous appelez un coup de sang, c'est-à-dire que, quelque part, la planète se réinitialise. Elle se réinitialise, c'est le terme que j'emploie à un moment donné, quasiment de se retrouver de nouvelles données, en fin de compte, et c'est une mutation qui n'est pas violente. Moi, je n'ai jamais montré la violence de cette transformation. Donc, je me contente surtout de suivre des groupes de personnes dans les 3 albums. Et ces 3 groupes vont finir par converger vers la fin. Et ce sont des déplacements westerniens, je dirais presque. Donc, on est quand même en rapport avec quelque chose que l'on connaît, notre histoire de découvreurs, voilà, de grands espaces. Et on est confronté à cette nouvelle planète. Je cite une phrase, shakespearisée jusqu'à l'absurde, dans un tourbillon incontournable. Nous avons consommé une telle dose d'amour et de souffrance formatée que j'ai peur d'en avoir épuisé le quota depuis longtemps. L'homme est perdu. L'homme est perdu, mais en même temps, la planète est bienveillante, elle n'est pas rancunière, puisqu'elle va lui redonner une chance. Donc l'homme est perdu aussi parce que c'est la planète qui organise l'abrasion de la mémoire des hommes. Donc ça peut paraître violent, mais cette abrasion, elle ne transforme pas l'intelligence humaine. L'intelligence humaine va survivre à cette mutation, et c'est aux hommes, en fin de compte, de réécrire une nouvelle histoire. La planète, là-dessus, elle est absolument ouverte. Même si il y a une surprise à la fin. Mais en tout cas, c'est pas, disons, une vision négative. J'ai l'impression que la planète est beaucoup plus tolérante que ne l'est l'homme. Oui, il y a des êtres hybrides, des dauphins qui vont se marier à l'homme, peut-être pour redonner vie à l'un et à l'autre. Il y a des maisons de baleines, il y a des poissons qui volent, il y a un univers extrêmement particulier. La planète déplace des populations de mammifères marins, déplace des buildings, des bâtiments. La planète joue à se réorganiser. Elle refait le ménage, en fin de compte. Elle nettoie, elle déplace, sa géographie se transforme. Il y a 2 ou 3 cartes au cours de l'histoire qui permettent de voir cette mutation géographique. Donc on est dans quelque chose de totalement à la fois absurde, c'est une fable, mais en même temps, dans un déplacement, je reviens à cette idée de western qui, lui, signifie finalement une forme de réalisme. Donc c'est ce mélange entre le réalisme et la fable qui fait qu'en principe, on se pose des questions forcément sur l'avenir de l'homme. Dans cette trilogie, il y avait la terre, l'eau, et là, on est dans l'air, la couleur de l'air. Et cette couleur de l'air est évidemment très importante parce qu'il y a des nuages. L'homme est pris quelque part au-dessus de lui-même, emporté. Il est emporté, il est manipulé par des nuages qui ont une fonction, parce que là aussi, la planète, les nuages font partie de la planète. Je veux dire, cette enveloppe qui est celle de l'atmosphère et qui nous permet de vivre, et qui donne d'ailleurs la couleur au ciel, hein, parce que s'il n'y avait pas cette enveloppe d'atmosphère autour de la planète, on verrait du noir, on verrait le ciel noir de l'espace infini. Et donc la planète a mis tout en œuvre pour
parvenir à ces fins. Donc les nuages, les masses nuageuses chargées de mémoire des hommes ont leur fonction aussi dans cette histoire. Ouais. Donc c'est à la fois compliqué et en même temps, je pense qu'il faut se laisser porter parce que le message, il est limpide en quelque sorte. Vous aviez été très marqué par le 11 septembre, vous l'avez dit de multiples fois. Là, il y a une sorte de message écolo. Il y a une sorte de... Oui. La Terre est dénudée, la Terre est nue. La Terre Il y a les volcans, il y a... Oui, mais les volcans ont une fonction d'absorber le négatif, tout ce que l'homme a légué et qui reste dangereux, à savoir le nucléaire, par exemple. Tout ça, par exemple, les volcans sont chargés de récupérer, de digérer. Donc on est dans... Bon, c'est difficile de parler d'un livre comme ça, évidemment, oui. mais on est dans cette notion de fable, où tous les éléments qui composent la planète, et y compris les survivants humains et les animaux, très importants, puisque on partage le même lieu de vie, hein, hommes et animaux, dans une espèce d'hybridité contrôlée, vont relancer la vie sur la planète Terre. Et Enki Bilal, un personnage étonnant dans tout ça, un cannibale, un homme au visage brouillé. Ouais. Certains y ont vu une allégorie peut-être sur les islamistes qui sèment la terreur avec les visages voilés. Il y a de cela derrière cela, cette autodestruction de l'homme. Moi, j'y vois pas l'islamisme, mais en même temps, c'est totalement libre, chacun peut interpréter. Mais j'y vois plutôt une forme d'esthétisme. Un esthète, c'est ça qui est terrifiant. C'est pour ça qu'il fait très peur, c'est parce qu'il est intelligent et qu'il est épicurien. Il aime beaucoup manger. Alors, quand on est cannibale et qu'on aime manger, c'est un peu embêtant. Oui, effectivement, et il mange. Et c'est bon. Non, on l'arrête à temps. Oui. Alors, derrière, évidemment, tout cela, il y a l'humanité. Et vous avez l'air de dire, Enki Bilal, quand il n'y aura plus d'humanité, il restera quand même l'esprit. J'espère que l'humanité ne disparaîtra pas. Moi, je souhaite que l'humanisme revienne, que ce soit un peu le terme phare du XXIe siècle. On a eu la démocratie, on a eu énormément de termes utilisés au cours du XXe siècle, parce que simplement l'histoire les avait produits, l'histoire les avait créés, et ces termes-là ont créé l'histoire. Mais là, je pense qu'il faut se concentrer sur l'humanisme, parce que sinon on est vraiment perdu. Ça veut dire que les premiers récits très politiques de votre œuvre, aujourd'hui, vous avez dépassé cela. Vous dites qu'il faut aller ailleurs, peut-être dans une sorte de poésie. Moi, effectivement, j'ai énormément parlé de pouvoir, de dictature, de manipulation, en fait tout ce qui a constitué l'histoire du XXe siècle. Aujourd'hui, je considère depuis déjà un certain nombre d'années que le politique est perdu. Le politique est en manque de ressort. Donc le politique a besoin de se régénérer. Je ne sais pas s'il y arrivera. De nouvelles formes de pouvoir vont finir par s'imposer. Moi, j'espère que ce sera un pouvoir plutôt universel, planétaire. Une gouvernance mondiale, c'est une utopie absolue, mais il faut espérer quelque chose d'humaniste, une espèce d'entité humaniste. La couleur de l'air est publiée chez Casterman, votre nouvel album. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci.